Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec un représentant du Bloc de l'aile jeunesse. Donc, tu peux commencer par te présenter. Ben, bonjour tout le monde. Moi, c'est Thierry Venelapierre. Je suis vice-président de la jeunesse du Bloc québécois. Je suis aussi candidat du Bloc dans Vaudreuil-Soulanges. J'ai 22 ans. Je suis étudiant en sciences politiques à l'Université de Montréal. OK, Donc, ben la dans le fond, façon... on est super content de t'accueillir, là, vraiment beaucoup. On a essayé vraiment longtemps d'avoir du monde parce qu'on voulait, dans le fond, avoir votre point de vue, puis tu sais, des jeunes aussi, là, sur, parce que dans le fond, le but des podcasts qu'on fait, puis cette série-là, ben, cette mini-série-là avant les élections, c'est d'avoir, ben, non seulement d'intéresser les jeunes à la politique, puis leur comprendre que ben, ça les touche, puis que c'est important d'aller voter, puis que c'est pas juste une affaire de vieux. Aussi, essayer de leur Exact. expliquer, parce que souvent, le désintérêt vient de là. Fait que simplifier, faire ça d'une façon un peu moins formelle aussi pour que ça les intéresse. Fait que c'était ça notre but. Fait qu'on est super content de t'avoir, là. On a travaillé vraiment fort. Oui, on a travaillé Donc, beaucoup, très, très fort pour on va obtenir discuter ce cas. ensemble comme si on était autour d'une table. On ne fera pas ça dans des grands discours, dans des grands termes compliqués, là. Je pense Mais que non, c'est plus ça qui va intéresser les gens. Ouais, Parce que de c'est toute ça. façon, c'est ça comme on dit, si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de nous. absolument. Exactement. C'est tellement ça. Puis avec tous les milliards qui vont être investis dans cette relance-là, si on ne prend pas notre place, si on ne porte pas notre voix, ben cette relance-là ne sera pas à notre image, puis on sera pas capable de faire face aux enjeux de notre génération. Ouais, surtout que Exactement. c'est notre avenir, là, puis on a des gros enjeux qui sont face à nous autres. Là, fait qu'il faut être préparé. Mm-hmm. Fait que, Mais Exact. justement, le point, c'est justement de faire ce podcast-là, c'est d'enligner les jeunes, puis d'avoir une idée claire de qu'est-ce que votre parti peut faire pour nous, au final. ouais. Parfait. Donc, je vais te laisser commencer, Amélie. OK. Ben, les 3 premières questions, c'est des questions générales, là. La première, c'est peux-tu nous expliquer c'est quoi le rôle d'une aile jeunesse, stage d'un parti jeunesse, là? Puis, as-tu vraiment une réelle implication dans le parti? Ben, premièrement, une aile jeunesse, en fait, je vais parler de mon expérience personnelle parce que c'est pas tous les partis fédéraux qui ont une aile jeunesse. OK. L'aile jeunesse au Bloc québécois, son objectif, en fait, ça va surtout être de la mobilisation jeune. C'est de mobiliser justement des jeunes militants qui sont dans diverses circonscriptions pour faire des événements de militantisme. Fait qu'on va aller apporter du soutien aux candidats qui se présentent dans les circonscriptions. Cet été, ce qu'on a fait, on a monté une tournée nationale, une tournée estivale. Fait qu'on s'est promené un petit peu partout au Québec. On a été jusqu'en Gaspésie, en fait, durant cette tournée-là. Faire un petit peu de camping sur le bord de la baie. C'est magnifique. Pour vrai, on a rencontré le candidat Guy Banacci qui se présente contre Mme Chop Chop, qu'on appelle, Mme Le Boutier, parce que c'est ça qu'elle dit en chambre, les bloquistes, tout ce qu'ils veulent faire, c'est séparer du Canada, chop, chop, chop. On l'appelle Mme Chop Chop pour ça. Puis, et on a aussi fait le point de Châteauguay. On est obligé d'annuler quelques-uns de nos arrêts à cause du début de la campagne électorale, malheureusement. Mais ça fait partie de ça. Puis c'est aussi d'apporter des propositions à la commission politique. La commission politique qui, elle, monte en fait la plateforme électorale du Bloc québécois. C'est elle qui propose des idées qui, après ça, vont être débattues et apportées pour être votées, puis qu'elles se retrouvent sur la plateforme qu'on va présenter au grand public lorsque la campagne électorale va être déclenchée. Fait qu'on a Rose Lessard, qui est une jeune femme incroyable, qui est justement en sciences politiques à l'UQAM, qui propose chaque semaine, en fait, dans des réunions avec toutes les différentes personnes qui font partie de cette instance-là, pour proposer des idées des jeunes pour qu'elles se retrouvent, en fait, dans le contenu politique du parti. OK. Puis Question pour toi, Jeff. à quel point ces idées-là se retrouvent justement dans le planning de votre parti, par exemple? OK. Dans quelle proportion des propositions qu'on fait Oui, se mettons retrouvent? un exemple. Parce que tu dis que vous amenez des idées, mais est-ce qu'ils Ouais. passent? Ben, au niveau justement des idées qu'on a proposées, on a discuté entre autres dernièrement, il y avait le comité des femmes aussi qui s'est créé parallèlement au Bloc québécois, au Forum Jeunesse en fait. Ce comité-là a proposé toutes des choses qui sont trouvées sur la plateforme au niveau de l'égalité homme-femme dans le plan. Là. Je ne vais pas sortir le terme que Erin O'Toole utilise beaucoup trop souvent ces derniers temps, là. Mais je n'ai pas la plateforme à côté de moi. Je ne peux pas vous sortir toutes les propositions qu'on a mis là-dedans. Au Mais niveau de l'égalité admettons, homme-femme, ouais, admettons, un exemple. précisément,
un exemple. Écoute, sincèrement, présentement, là, je viens de finir ma journée à me promener partout, puis mon cerveau est tellement brûlé que je ne saurais pas te donner une proposition concrète qu'on a fait adopter, soit peut-être parce que veux pas, d'une certaine façon, on discute d'enjeux qui se retrouvent. C'est spécial parce qu'il y a des enjeux qui sont intergénérationnels. Fait que autant les vieux que les jeunes vont s'entendre là-dessus. Au niveau, je me souviens, des banques, il y a une proposition du Bloc québécois qui a été faite par le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, que c'est une proposition qu'on avait backée, c'est de dire que les banques à Toronto investissent pour loin de 700 milliards de dollars dans les énergies fossiles. Puis qu'on s'entend qu'on dit souvent là, les citoyens doivent faire leur petite action personnelle pour lutter contre la crise climatique, mais on s'entend qu'une petite personne de son côté versus 700 milliards de dollars qui sont investis justement dans des projets qui sont super polluants, ben ça ne convient pas. Fait que nous, on disait, ben, moi personnellement, je disais, ben, Gabriel, c'est une méchante bonne idée que tu as de dire, ben, les banques, on va les forcer à retirer leurs investissements des énergies fossiles, à nous donner un échéancier de cette sortie-là, avec des dates, en fait. Puis il faut aussi, on se disait aussi, ce serait important que le fédéral revoie en fait toute la formulation des REER, des fonds de pension, parce que présentement, les REER, les fonds de pension, ils ont des taux de croissance moins intéressants que, mettons, des investissements dans les énergies sales. Fait que c'est de dire, il faut que le fédéral s'arrange pour que l'argent qu'on place, nous, pour notre avenir, ça soit aussi intéressant, sinon plus, que d'investir chez Suncor et chez Husky Energy, par exemple. Fait que ça, c'est peut-être une des choses concrètes que je pourrais vous dire que c'est pas une chose qu'on a proposée parce que la meilleure personne pour vous parler de ça, ça aurait été Rose, vraiment, qui assistait à toutes les réunions. Mais ça, c'est une chose qu'on avait appuyée, entre autres. Okay, ben, j'imagine aussi que juste d'ouvrir une discussion sur un sujet qui vous tient à cœur, c'est une bonne partie de ce que vous faites. Sans nécessairement en appliquer, juste en parler, c'est déjà une bonne chose. Oui, au niveau des microagressions, c'est quelque chose qu'on avait sorti. On avait fait une capsule sur les microagressions. Ça s'est fait en discussion avec le parti, mais puisqu'on est à l'élection, on s'est dit, ben, on peut pas faire passer cette proposition-là tout de suite. Ça va venir après la campagne, puis on va pousser pour faire adopter cette position-là au Bloc québécois. OK, parfait. Juste pour nous donner une idée, vous êtes à peu près combien? Puis vous avez à peu près quel âge aussi? Bien, au Forum Jeunesse, il y a deux instances, en fait. Il y a l'exécutif national et l'exécutif national élargi. L'exécutif national, c'est Jean-Philippe qui est président, c'est moi qui est vice-président, c'est Jeanne-Craig Larouche qui est responsable des cellules étudiantes, c'est Rose Lessard qui est responsable de tout ce qui touche justement à la commission politique. Ensuite de ça, Raphaël Guérard, qui s'occupe de toutes les communications, qui est une machine des messages. Puis ensuite de ça, ouais, c'est pour vrai, Raph, je sais pas qu'est-ce qu'on fait sans lui. C'est une bête, justement. Il est tout le temps sur son cellulaire, mais on sait quand il est sur son cellulaire que c'est important ce qu'il fait. Puis on a aussi Florence Racicot, qui elle, est représentante sur la commission de la citoyenneté. Fait qu'elle discute avec des personnes qui militent au Bloc québécois, qui sont issus de l'immigration ou de la diversité. Puis ils discutent justement d'enjeux des personnes qui ont de la difficulté, mettons, à s'intégrer au Québec parce qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources en francisation, ainsi de suite. Fait que c'est tous des enjeux sur lesquels elle touche. Fait qu'on est une équipe qui est quand même très paritaire. Puis on a une moyenne d'âge, je dirais, de 23 ans. Là, ouais. OK, c'est pas pire. Maintenant, deuxième question. Pourquoi toi, tu as voulu intégrer ça dans le fond? Intégrer le Forum Jeunesse, la Jeunesse nationale? Ouais. Ben, premièrement, là, j'ai commencé. J'ai pas expliqué un peu aussi c'est quoi l'Exécutif national d'énergie. J'ai commencé, j'en profiter. L'Exécutif national d'énergie, c'est des présidents régionaux. Fait que c'est des gens qui vont représenter les jeunes sur l'instance au niveau régional. Mettons, on parle de Montréal-Ouest, Montréal-Est, les Chaudière-Appalaches, mettons la Nodière, ainsi de suite. Moi, j'ai commencé comme président régional de la Nodière parce que je suis originaire de Joliette. Puis, suite justement à mon implication, ben, Jean-Philippe, quand il s'est présenté à la présidence, il m'a dit « Ça tenterait-tu de venir me donner un coup de main et de devenir mon vice-président? » Moi, j'ai accepté. Puis, je milite en fait au Bloc québécois
parce que je suis un souverainiste de cœur, mais moi, ce qui m'attriste profondément, c'est de voir la division que les souverainistes s'infligent, parce que dans le fond, c'est les souverainistes qui se battent entre eux. Souverainistes, c'est du nous contre nous. C'est les gens à Québec solidaire qui ont la petite hangue contre les gens du PQ, puis ainsi de suite. Puis on a des souverainistes qui sont aussi à la CAQ. Il y a même des souverainistes avec qui on milite des fois, qui viennent du Parti libéral. Là. Fait que les souverainistes, il y en a un petit peu partout. Puis moi, de militer au Bloc québécois, c'est de me dire, je vais pouvoir parler à tous ces souverainistes-là sans avoir le spectre de la partisanerie au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale du Québec. Fait que c'était mon objectif, justement, c'est de faire parler tous ces gens-là ensemble, de bonne foi, de trouver de faire des compromis, en fait, pour que ces gens-là discutent et qu'on puisse vraiment reprendre notre mouvement puis le reformer autour d'un mouvement, de quelque chose de consensuel, qu'on aille de l'avant tous ensemble puis qu'on arrête de se tirer dans le pied pendant que les fédéraux mangent leur popcorn. C'est ça. C'est-tu juste la question de la souveraineté qui t'intéresse ou il y a autre chose? Ben moi, sincèrement, la souveraineté, à mon avis, c'est pas une finalité. C'est un levier pour faire tant d'autres choses. Parce que présentement, il y a tellement de pouvoirs importants qui sont au fédéral. L'environnement, là, c'est ce pouvoir qui est partagé. Je peux pas croire que au Québec, on n'a pas tous nos moyens pour œuvrer en termes d'environnement, qu'Ottawa en a une partie, puis que les sommes qui sont reliées à tout ce qu'on pourrait faire, je veux dire, le Québec contribue à peu près là, sur toutes les factures du Canada à 1 $ sur 5 de ce qui se fait. Fait que sur chaque dollar, sur chaque, mettons, milliard que le fédéral dépense, 20%, c'est de notre argent. Trans Mountain, les 12 milliards, ben on peut se dire que c'est une partie de ce montant-là que nous, on aurait pu prendre pour investir dans une transition énergétique, dans des nouvelles énergies. Hydro-Québec fait de la recherche à côté pour découvrir des nouvelles alternatives. Puis c'est de dire qu'on se prive de ce levier d'action-là à chaque fois parce que c'est Ottawa qui prend une décision avec notre argent à notre place. Fait que la souveraineté, pour moi, c'est pas juste une question de dire on va faire notre pays. C'est une question de se dire on peut gérer nos propres affaires par nous-mêmes et décider de la direction dont on va prendre sans que Papa Canada aille nous dire quoi faire. Oui, dans le fond, c'est une meilleure gestion de tes propres valeurs puis comment tu veux les montrer. Exactement. Moi, je me souviens de Jean-Martin Hossan, qui était le chef de Option nationale, qui disait, c'est comme si tu demandais à ton voisin, c'est ton voisin qui te demandait, hey, tu as une carte cadeau de musique, puis il dit, pour cette carte cadeau-là de 50 $, je vais te donner 60 $ de musique. Est-ce que tu serais prête à me passer cette carte cadeau-là, que tu lui passes la carte cadeau, mais qu'au fond, la musique, les 60 $ de musique qu'il t'achète, c'est de la musique que tu n'aimes pas. Fait que tu te retrouves avec 60 $ de musique que tu n'aimes pas au lieu d'avoir 50 $ de musique que tu aimes. Fait que pour moi, le gouvernement fédéral, c'est un peu ça, c'est de se dire, on envoie de l'argent à une instance qui la gère à notre place, mais finalement, bien souvent, ça ne va pas notre affaire, puis même qui conteste des choses qui font notre affaire. Juste au niveau de la langue, le projet de loi 96 de dire que le Québec, c'est une nation francophone, ben les chefs des partis fédéraux sont pas d'accord avec ça. Ils disent, ben voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors que c'est une loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Cette décision-là devrait se faire juste à Québec. Ça ne devrait pas être au Canada de dire non, ça passe pas. C'est ça aussi. Absolument. Et voilà. Mais, par exemple, tu parles de la souveraineté comme donnant plus de pouvoir au Québec pour gérer ses propres affaires dans ses propres intérêts. Mais en même temps, d'un autre côté, je sais qu'on est pendant les élections fédérales, mais si on regarde au provincial, tu en as parlé, la CAQ, on a un premier ministre au Québec qui est très axé sur pas laisser de pouvoir au fédéral. Mais jusqu'à quel point est-ce que vous êtes prêts à aller loin? Parce que ce premier ministre-là nous a dit aux Québécois, votez conservateur. L'idéal, ce serait d'avoir un gouvernement conservateur minoritaire. Mais jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller pour atteindre le but de, mettons, si on ne dit pas nécessairement la souveraineté, mais mettons, d'avoir des pouvoirs qu'on ramène ici. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller? Est-ce que vous êtes prêts à aller assez loin pour avoir ces pouvoirs-là? Les Québécois pour avoir des pouvoirs, c'est ça que tu veux dire finalement. Genre. C'est ça. Dans le sens où notre premier ministre va quand même assez loin pour ces pouvoirs-là,
Mais après, à quel prix? Oui, Que... puis ça, c'est une question qui est super valable. Puis il y a bien des députés bloquistes qui vous arrêteraient là en partant, puis ils vous diraient on ne touche pas aux compétences de Québec parce que c'est quelque chose qui relève pas de nous. Puis je pourrais vous dire la même chose, mais d'une certaine façon, il faut se dire que le Québec, une fois indépendant, c'est pas une question de dire on va définir le projet souverainiste en fonction d'un projet de projet de société par ensuite. Non, c'est le débat du gouvernement qui va venir après. On l'aura après que ça se fait, que ce soit fait. Dans toutes les sociétés à travers le monde, il y a des tendances où est-ce qu'il y a des gouvernements qui vont être plus à droite, après ça plus à gauche, ainsi de suite. C'est ça une saine démocratie. Puis une fois que si le Québec rapatrie tout du pouvoir, ça ne va pas toujours être un Québec qui va être à mon goût nécessairement. Ça se peut que ça change. Il va y avoir des débats de société qui vont faire en sorte qu'il y ait des décisions qui vont être adoptées qui ne feront pas consensus dans l'ensemble de la société québécoise. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est sain. Puis au contraire, moi, je pense que ça va ça va inciter les gens à s'impliquer plus activement en politique. Parce que de se dire qu'on a tous les moyens de changer notre société, c'est de se dire aussi, ben moi, si je m'implique, j'ai plus de chances d'apporter une différence. Absolument. Mais si on parle justement de rendre le vote intéressant pour les jeunes, mettons si tu en as un peu parlé, mais on a un système de vote puis de représentation de sièges qui fait en sorte que, par exemple, ici, la circonscription, bon, elle bloque, mais avant, elle était libérale. Si je vote, mettons, je ne sais pas que c'est ça que j'ai fait, mais NPD dans ma circonscription, mon vote ne comptera pas parce que le député que ma circonscription va élire va être, mettons, bloc. Oui, ça, c'est le système de vote au fédéral. C'est sûr que je trouve ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions qui se font pour une réforme du mode de scrutin. Mais au-delà du mode de scrutin, là, juste pour se dire que ton vote compte, moi, je me souviens des conservateurs de Harper. Au Québec, on a un système qui fait en sorte que même si tu n'as pas une représentation proportionnelle des votes à l'Assemblée nationale pour c'est pas proportionnel, mais au Québec, quand tu votes pour un parti politique, il y a un montant chaque année qui va être déposé dans la caisse électorale du parti qui va être équivalente au nombre de votes qu'il a reçus. Si je me souviens bien, c'est quelque chose comme 1 ou 1,50 par année, puis 2 en année électorale, qui est déposé dans les comptes de parti. Fait que même, mettons, si on vote pour le Parti vert du Québec dans une élection où est-ce que le Parti vert du Québec n'a aucune chance de remporter un siège, ben ce montant-là, ce dollar-là, va quand même aller à la caisse électorale à chaque année. Puis lorsqu'il va y avoir des élections provinciales, ben ce montant-là va être de un bonifié, de deux va pouvoir être mobilisé pour une campagne électorale. Alors qu'au Canada, sous Harper, ils ont retiré le financement public des partis politiques. Fait que ce montant-là qui est déposé dans la caisse des partis, ben il n'existe plus. Fait que c'est sûr que là, en retirant ce montant-là, qui est un incitatif pour les gens à ne pas voter stratégique, parce qu'ils se disent, au final, même si mon candidat ne remporte pas, je contribue quand même à la réussite du parti que je supporte. Ben, c'est sûr que ça désintéresse aussi les gens à se dire sûr que si on n'a pas l'impression que notre vote fait une différence, ne serait-ce que par un petit montant qui est déposé chaque année, ben, ça n'incite pas les gens à les voter non plus. Fait que moi, je pense qu'avant même de changer de mode de scrutin, ça serait de ramener ce montant-là, le financement public des partis politiques, parce que ça permet justement de donner des meilleures chances à tous les partis politiques qui se présentent aux élections fédérales. Moi, ça, c'est à mon avis au fédéral. Oui. Et plus que ça, je trouve aussi que voter, mettons, un parti qui est moins représenté comme le Vert ou NPD, ça reste que tu amènes une opposition puis des valeurs qui peuvent être très différentes aussi du parti-là. Puis ça fait une contrebalance que tu proposes des idées et tu montres quand même tes valeurs sans nécessairement avoir un premier ministre au poste. Exactement. Mais moi, d'une certaine façon, je ne peux pas vous dire que moi, justement, la proportionnelle, c'est quelque chose, personnellement, là, je ne parle pas au nom de mon parti, que je verrais plus au national. Puis au Canada, moi, je garderais ce modèle-là parce que ce modèle-là nous permet, nous, au Bloc québécois, d'aller faire des gains substantiels pour le Québec.
Parce qu'un parti régionaliste, d'une certaine façon, moi, j'ai un cours sur les élections présentement à l'université, ce parti-là, ce mode de représentation-là, il sert beaucoup, en fait, les partis régionalistes qui se battent pour défendre les intérêts d'une nation à l'intérieur d'une autre nation qui struggle d'une certaine façon à faire valoir leur bout de pays. Je veux dire, il n'y aurait jamais eu de grosses discussions sur la protection de la langue à Ottawa, puis des grosses déclarations d'amour si le Bloc québécois n'avait pas été là pour dire ben voyons donc, comment ça se fait que dans la fonction publique fédérale, dans la fonction publique fédérale, on a de la misère à se faire servir en français. Comment ça se fait que vous ne reconnaissez pas que le Québec, c'est une nation francophone? On a talonné le fédéral, puis c'est grâce à ces mouvements, ces petits moves-là qu'on a réussi à aller chercher, à tirer notre épingle du jeu. Fait que d'une certaine façon, moi, je ne peux pas contester ce modèle électoral-là parce qu'il est payant pour nous. Je ne vais pas passer par quatre chemins et puis les libéraux pourraient vous dire la même affaire parce que les libéraux aussi font beaucoup de gains par ça. Le NPD, c'est sûr que pour le NPD puis les Verts, avoir un vote proportionnel, c'est plus payant pour eux autres parce que justement, la fragmentation du vote dans les circonscriptions ne les avantage pas. Tout ça, c'est une question de stratégie politique aussi. Oui, absolument. Sinon, mais je pense qu'on a entendu ce qui, toi, te motive à faire partie du Bloc puis tes idéaux que tu veux partager. Mais en général, le parti, les idéaux, c'est quoi? J'imagine que ça ressemble beaucoup au tien, là. Mais c'est quoi les idéaux du Bloc? Ben, le classique message que tous les bloquistes peuvent vous sortir, c'est défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Oui, mais au-delà de ça, mettons. Au-delà de ça, mais c'est ça. Là, je partais avec la phrase typique. Mais au-delà de ça, c'est de se dire de défendre nos industries, que ce soit l'aluminium qui est en train de se faire sacrifier justement dans la renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et on s'en allait mettre ça sur le côté, puis il a fallu se battre à côté pour que notre industrie d'aluminium au Québec soit défendue parce qu'il était prêt à vendre ça justement pour l'automobile en Ontario. Après ça, au niveau de la Davie, c'est un chantier naval à Québec qui, à elle seule, la Davie peut fournir 50% de la production navale du Canada au complet. 50% des bateaux de la flotte canadienne peuvent être produits au Québec. Mais malheureusement, dans la stratégie de construction navale canadienne, qui totalise environ 100 milliards de dollars sur une durée que je ne pourrais pas vous donner rapidement comme ça, mais sur 100 milliards de dollars, il y a seulement 2 milliards qui reviennent à la Davie. Fait que pour 50% de la capacité de production, la Davie touche juste 2% du contrat. Fait que c'est se battre pour aller chercher ça aussi, pour aller chercher notre argent. Après ça, c'est de se dire aussi, mais écoutez, le Québec, c'est une nation francophone, il faut s'assurer que ça soit reconnu par la Chambre des communes, puis qu'il y a une véritable refonte de la loi sur la langue officielle. Puis si cette loi-là n'est pas refondée à notre goût, ben c'est de dire que la Charte sur la langue française va avoir préséance dessus. Ensuite de ça, c'est de dire, en environnement, au Québec, on est des leaders. On a fondé Hydro-Québec sans l'aide du gouvernement fédéral. Il a fallu emprunter de l'argent aux Allemands, il a fallu emprunter des marques allemandes puis aux banques de New York pour qu'on puisse acheter ces compagnies privées d'hydroélectricité-là, puis former notre géant qui est devenu un modèle international au niveau de l'hydroélectricité. Puis pendant ce temps-là, à Ottawa, ben, ils nous disent ils construisent un barrage à Terre-Neuve qui roule à perte. C'est de l'argent public qu'ils ont investi. Ils n'ont pas voulu faire affaire avec des ingénieurs d'Hydro-Québec. Ils ont été chercher des Français. Les Français n'ont pas pris en compte la contrainte thermique. Fait que le barrage, au bout de 2 ans, a craqué, puis il a fallu qu'ils le rebâtissent. Fait que c'est tout le temps de dire il faut que le Québec ait une place à Ottawa pour rappeler aux gens à Ottawa qu'on existe, qu'on est compétent, puis qu'on est autant capable de faire que les Québécois sont autant capables de faire ce qu'un Canadien est capable de faire. Puis c'est triste, mais ça prend une présence parlementaire pour le rappeler. Puis on est rendu là aujourd'hui en 2021. Il faut qu'on soit assez nombreux à Ottawa pour rappeler qu'on existe. Au niveau de l'environnement, les sables bitumineux, c'est de leur dire, ben écoutez, le Danemark, les Danois, ils ont un fonds de pension de vieillesse. Les Danois, ils ont investi, ils ont fait de l'argent avec le pétrole. Ils ont pris cet argent-là, puis ils l'ont investi pour des fonds de pension des retraités. Cet argent-là, ils le placent dans d'autres investissements à l'étranger pour faire fructifier ces montants-là.
Puis en 2019, comme Bloomberg, qui sont des riches investisseurs américains, ils ont retiré tous leurs avoirs des sables bitumineux parce qu'ils ont dit de un, cette ressource-là n'est pas inépuisable, elle est trop coûteuse au plan environnemental pour nous parce qu'on n'atteindra pas nos cibles, parce qu'ils considèrent, les Danois, eux, les émissions à l'étranger qu'ils engendrent dans les émissions qu'ils comptabilisent pour leur mandat. Puis ensuite de ça, c'est de dire aussi, ça sera plus viable économiquement à long terme. Fait qu'au Bloc, nous, c'est d'aller dire aux Albertains, écoutez, il faut que vous trouviez une alternative pour ça. Puis d'une certaine façon, c'est pas de dire on veut faire l'indépendance contre le Canada, on veut le faire pour nous. Puis d'essayer de justement sortir le Canada de ses propres contradictions, je pense que c'est aussi notre travail en attendant qu'on se dote de tous les pouvoirs qui sont reliés aux juridictions. C'est des responsabilités qu'on a. Oui. Tu parles de faire comprendre ça aux Albertains. Mais par exemple, si on revient à l'échelle de l'aile jeunesse, tu as parlé que les différents partis n'avaient pas toutes une aile jeunesse. Mais on a essayé de contacter les différentes ailes jeunesse. En tout cas, le NPD, les libéraux, puis même les conservateurs ont une aile jeunesse, mais ils ont différents... Les conservateurs n'ont pas de jeunesse. Les conservateurs ont refusé... Attends, Annie. Oui, c'est bon, je te laisse aller. Oui, dans le fond, c'est pas nécessairement une aile jeunesse qui appelle ça, mais ça revient que c'est un parti jeunesse souvent. C'est l'équivalent. Une alliance, là, qui n'est pas nécessairement, par contre, automatiquement relié au parti. Souvent, c'est indépendant, puis c'est de leur côté. Ouais, mais juste d'avoir leurs idées, ça se ressemble quand même beaucoup. Puis, quelquefois, c'est implanté au sein même des universités. Mais vous, au Bloc québécois, ce que je veux en venir, c'est que vous opérez surtout ici, puis j'imagine un peu en Ontario parce qu'il y a des communautés francophones. Mais les autres partis, les autres jeunesse, je devrais dire, ont l'avantage de pouvoir se parler entre elles dépendamment des provinces. Mais vous, est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit d'essayer d'échanger avec d'autres jeunesses, pas nécessairement du Bloc, mais qui sont, mettons, en Alberta, essayer d'avoir une discussion avec eux? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit? Je suis curieuse. Sincèrement, là, je te dirais que non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on pense justement que c'est pas à nous. C'est de donner des pistes de solutions à l'Alberta pour qu'elle se sorte de cette énergie-là, mais on ne va pas aller dire aux Albertains quoi faire. C'est non, de leur dire. C'est pas ce que je dis. Oui, je sais, mais c'est discuter. Moi, d'une certaine façon, d'aller discuter avec ces gens-là, ça serait de un, je ne penserais pas qu'il y ait une. C'est pas de la mauvaise foi, là, mais je ne penserais pas qu'il y ait une ouverture nécessairement dans l'ouest du Canada, justement, qui ont déjà comme un petit mouvement souverainiste qui grouille un peu dans le coin, je ne penserais pas que c'est dans leur intérêt ou ni dans leur... je ne pensais pas que ce soit leur goût nécessairement de discuter avec des souverainistes québécois. Mais justement, c'est la discussion qui mène à la compréhension. Parce que vous cherchez à les aider dans un sens de votre point de vue, mais si vous n'engagez pas une discussion sans être moratoire, juste une discussion d'idées, admettons si vous aviez l'occasion de le faire, est-ce que vous le feriez? Moi, personnellement, je le ferais. Je ne peux pas parler pour les autres qui font partie de l'équipe. Toi, mais mettons. Moi, sincèrement, je le ferais parce que c'est surtout que j'ai les habiletés linguistiques pour le faire. C'est pas tout le monde au Forum Jeunesse qui a nécessairement un bilinguisme parfait. Puis c'est sûr que ce serait hot. Moi, personnellement, je trouverais ça vraiment cool d'aller parler à des francophones en Alberta, des franco-albertains. Ça, je trouverais ça vraiment hot de voir un peu c'est quoi la dynamique qu'ils ont en Alberta. Parce que le Bloc, d'une certaine façon, se veut, oui, le porte-étendard des Québécois, mais aussi des francophones hors Québec, puis des Acadiens. Fait que moi, je pense que dans une optique, justement, de discuter avec des jeunes intéressés par la politique en dehors du Québec, moi, j'irais parler aux francophones en premier, personnellement. En premier, aux francophones? Oui, sincèrement, j'irais parler aux francophones. Mais aussi, admettons, vous êtes tous dans des jeunesse, peu importe les partis, mais
on a déjà parlé qu'on ne vous voit pas beaucoup, puis que faut être informé déjà à la base de la politique pour savoir que vous existez en tant que tel, parce que vous n'êtes pas présent. Vous êtes présent évidemment, sur les médias que les jeunes utilisent. Vous êtes très présent sur Instagram, chapeau. Mais vraiment, à Raphaël d'ailleurs, j'imagine pas mal. Mais admettons, il y a des débats des chefs pour vos chefs de parti, mais vous existez aussi. Si jamais il y avait ça, est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que vous seriez partant à aller confronter? Oh, un débat des jeunes! Ça serait vraiment jeune, avouez! Avouez! Là, tu me fais rêver un petit peu, là, sincèrement, je pense qu'on aurait beaucoup de plaisir, puis... Ouais, c'est ça, quand est-ce que tu nous organises ça pour vrai? Moi, je suis down. Moi, j'embarque n'importe quand. Vous me sortez ça demain matin, puis je passe la journée, n'importe quand. Mon cours de marketing politique, puis je m'en vais me préparer. Là. Ouais, vraiment, je pense que ça serait une formule super intéressante à apporter. Mais... Et pensez-vous que ce serait une bonne idée, en général, déjà, parce que vous cherchez à intéresser les jeunes, quand je dis vous, toutes les ailes, regarde, peu importe les partis. Oui, c'est sûr. Mais si vous voulez aller chercher les jeunes, il y a au-delà des écrans des jeunes, faire comme les partis officiels, la branche globale. Écoute, sincèrement, Anne, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment pensé à ça. Jamais. Je pense. Puis non, j'ai jamais pensé. C'est incroyable, là, cette discussion-là, finalement, ce soir, elle s'avère assez fructifiante. Puis je pense que c'est une proposition qu'on pourrait amener au Forum Jeunesse. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait plancher à long terme. Mais moi, je te dis que si jamais on va essayer, en tout cas, là, de faire des entrevues avec d'autres partis, on va leur proposer absolument. Oh oui, on va leur proposer. Puis toi aussi, tu peux faire ça de ton côté, parce que maintenant qu'on en parle, je trouve que c'est une idée de génie. Mais c'est tellement une bonne idée, je comprends même pas pourquoi ça n'existe pas. Moi, tant que dans un débat anglophone, il n'y a pas une modératrice qui parte en plantant une pique dans les tripes, sincèrement, let's go, je suis dans. Moi, je vais y aller. Là, on a des questions plus sur des idées spécifiques. On veut savoir ton opinion, en considérant que ça ressemble pas mal au bloc. Justement, on parlait de ça. La première question est parfaite. La première question, c'est qu'est-ce que tu penses de la laïcité au Canada? Ce qu'elle donne parfait parce que la journaliste, l'animatrice qui a ramassé le Québec. Hein? Fait que, je trouve que c'est un moment parfait pour faire ça. Là. Fait qu'est-ce que tu en penses, Alex? La laïcité, pour vrai, aussitôt qu'hier, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, puis qui est venu me chercher, qui est venu me titiller, c'est le Conseil national des musulmans du Canada qui a invité Emmanuela Lambropoulos et Mélanie Joly à prendre parole dans une mosquée. Et les deux, sur les photos, pour prendre parole devant les hommes dans la mosquée, avaient été obligés de se voiler. Fait que je me suis dit, mais attends, t'as peu. Ça marche pas, là. Moi, il y a quelque chose qui marche pas. Là, on me dit, parce que les libéraux disent, les libéraux, les conservateurs, tous les autres partis au fédéral. C'est pas, je ferai pas d'amalgame juste avec un parti, là. C'est l'ensemble des partis au fédéral qui disent, la laïcité, c'est pas nécessaire, elle est déjà bien appliquée au Canada. Puis après ça, je vois des choses comme ça. Je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est la raison pour laquelle on a une loi comme ça au Québec, c'est pour éviter des situations comme ça, puis de mettre comme une limite claire, de se dire, la religion, c'est quelque chose de personnel, qui n'a pas d'affaire avec la politique. Moi, à mon avis, la laïcité, c'est ça. On peut avoir un gros débat sur la loi 21, puis on pourrait parler des points sur lesquels on est d'accord, puis sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais comme Manon Mancé à Québec solidaire, je me souviens très bien d'une citation qu'elle avait sortie justement aux journaux, c'est de dire, moi, j'aime pas la loi 21 comment elle est faite présentement, mais c'est pas au Canada de me dire si elle va être acceptée ou non. C'est au Québec qu'on va avoir ce débat-là. Fait que même des gens qui... C'est ça, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je trouve que c'est important de mentionner que, au Québec, on a un rapport spécial, surtout avec la laïcité. On pourrait quasiment appeler ça un traumatisme national, là, rendu là. Oh oui. C'est vrai, mais on est très différents du reste du Canada. Puis, mettons, je trouve que c'est intéressant quand tu regardes juste les représentants fédéraux, Jack Metzing, qui porte clairement des marques de religion. Puis nous, au Québec, on est tellement contre ça. Je trouve en majorité, là, à différents niveaux aussi, mais on n'a tellement pas le même rapport. Le même rapport, c'est ça. Du Canada, mais zéro, là. C'est ça. C'est que le reste du Canada a cette vision
pas mal plus british d'une certaine façon que les francophones qui ont une vision plus française de la laïcité. Les Français aussi, quand ils ont eu la Révolution française, puis qu'ils ont littéralement coupé la tête des monarques, les représentants de Dieu, ben, il y a comme eu une scission très claire entre État et religion. Cette scission-là, on l'a comme rapatriée culturellement au Québec en faisant la Révolution tranquille, en mettant dehors de tous nos services publics la religion. Puis, je vais toujours me souvenir aussi, c'est une autre anecdote que je vais vous sortir. On était au débat, on a fait un petit débat justement des étudiants en sciences politiques à l'Université de Montréal. Puis on avait invité des candidats des partis fédéraux. Puis, je me souviens qu'on est arrivé sur le point de la laïcité, puis que Daniel Green du Parti vert disait la laïcité, ça n'a pas de mot du bon sens, on n'a pas besoin de ça justement au Canada, le fameux exemple de ça. Puis moi, de lui poser une question, de lui dire « Monsieur Green, qu'est-ce que vous pensez de la prière puis du God Save the Queen le matin en rentrant en chambre? » Puis là, il m'a regardé, il m'a dit « Ben voyons, de quoi tu parles? » Puis je disais « Ben le Bloc a déposé une motion pour abolir le God Save the Queen. Là. Si, je veux dire, il n'y aurait pas eu de motion déposée s'il n'y avait pas eu de prière le matin. » Fait que là, il me disait « Il y a une prière le matin. » J'ai dit « Oui, il y a une prière. » On dirait que les parlementaires canadiens, c'est tellement devenu ils ont tellement comme absorbé puis intégré ça dans leur routine parlementaire qu'ils s'en rendent même plus compte. Tu sais, au niveau de c'est sûr que là, on parle de monarchie, mais la monarchie, c'est le pouvoir qui est octroyé par Dieu. Juste au niveau de la gouverneure générale, tu es le représentant de la représentante de Dieu qui siège sur son trône en Grande-Bretagne. Moi, à mon sens, payer pour une institution juste parce que cette personne-là aurait le pouvoir de Dieu, c'est complètement aberrant. Quand est-ce qu'on va sortir de la préhistoire? Là? À mon avis, je me dis, toute cette panoplie de croyances religieuses-là, on peut les garder pour soi, mais c'est pas quelque chose qu'il faut amener puis que ça ait une influence sur le politique, puis sur... il y a des gens qui s'empêchent littéralement de faire leur job de rêve pour afficher leur religion. Je me dis jusqu'où ça va aller. Moi, c'est ma petite vision de la chose. Mais je suis très d'accord avec toi, mais c'est très intéressant que tu aies fait référence à l'histoire. Ouais. Parce que c'est vrai que, veux pas, bon, on va faire face à ça. Mais on peut se dire clairement, on a été conquis par les Anglais, mais on a gardé du français. Mais penses-tu que, justement, au niveau de la laïcité, on n'est pas d'accord à cause du côté probablement français, comme tu dis, puis je suis très d'accord avec ça, au sujet de la laïcité, puis qu'on a eu clairement un traumatisme, puis qu'on on a essayé de sortir de ça avec la Révolution tranquille et tout ça. Puis que d'autre côté, tu as les Anglais qui sont très encore pro un élément attaché à leur religion, mais en même temps, tu ne trouves pas que c'est une bonne idée, ce mélange-là, au-delà de la laïcité? Parce que d'un côté, on a les Français. Bon, c'est quelque chose qu'on m'a raconté, qui a été rapporté dans mes cours, mais les Français, j'avais une amie qui a fait des allers-retours entre la France puis le Québec pour une raison X, qui lui a passé, mais puis elle m'a déjà raconté, quand on a parlé de la laïcité dans un de nos cours de serre, que quand elle était en France, les gens qui portaient le voile, ils se faisaient pointer du doigt, mais beaucoup. En public, pas dans des institutions fédérales, provinciales, mais c'est ça. D'un côté, je suis très consciente que c'est pas tous les Français, mais c'est une part des Français. Oui. Puis d'un côté, tu as les Anglais où il y a des parts de signes religieux dans toutes les institutions, c'est bien correct, mais il y a des tensions raciales aussi. C'est ça. Tu parles d'un juste équilibre, de dire, justement, dans la sphère publique, il y a un morceau, justement, français qui est intolérant dans la sphère publique, alors que dans la sphère étatique anglaise, il y a un trop grand laisser-aller. Mais c'est ça. Mais penses-tu pas que, justement, on critique notre héritage plutôt britannique, veut pas, dans le cas de la laïcité, mais penses-tu pas que ça nous aide à avoir un entre-deux entre ces deux systèmes-là, ces deux visions-là de la laïcité? Ben moi, sincèrement, c'est dans cet entre-deux-là que je vise à ce que la société, dans laquelle cette marge-là, dans laquelle notre société va pouvoir s'épanouir. Parce que
moi, personnellement, quelqu'un qui porte des symboles religieux dans le métro, sur la rue, ainsi de suite, ça ne va pas me déranger. C'est son choix. Mais lorsqu'on en vient à représenter l'État québécois dans ses fonctions professionnelles, je me dis justement que la religion n'a pas d'affaire là-dedans. Parce que l'État, c'est au-dessus des croyances. Ça, c'est mon avis. Dans le fond, est-ce que, selon toi, parce que juste pour te dire, mettons, Anne enseigne en droit international, veut être avocate. OK. Autre chose. Enseigne. Puis, moi, je suis en enseignement, OK? Mais tu sais, c'est deux Ah, métiers qu'on compare enseignement! souvent. Enseignement d'histoire en plus. Je suis bien en secondaire. Oui. Puis, je trouve que c'est deux métiers qu'on compare souvent parce que leur. Oui, on est des fonctionnaires dans les. Ben, si tu deviens juge, là, on est deux fonctionnaires, mais qui ont des points de vue très différents sur la laïcité. Souvent, on considère qu'un juge doit être neutre, comme un policier. Mais d'un côté, être enseignant, t'as beau être un fonctionnaire, je trouve qu'à la limite, c'est encore plus important de montrer des signes de diversité parce que ça rend ça normal pour les jeunes, surtout au primaire. Là. Tu sais, c'est un prof avec un voile au primaire, mais t'es jeune, tu y penses pas, ça devient normal. Puis, parce que c'est comme ça qu'on s'habitue, puis qu'on diminue la xénophobie et la racisme, juste par le voir souvent. Ça normalise justement ces symboles religieux-là qu'on peut voir au quotidien après ça. Puis ça, oui, je suis d'accord avec toi que ça apporte une certaine forme de tolérance à long terme pour les jeunes qui vont être confrontés à ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que, dans un sens, bon, on ne veut pas trop s'attarder sur cette loi-là, sur la loi 21, mais mettons, à ton avis ou de l'avis de ton jeunesse, mettons, est-ce que vous pensez que la loi 21, dans son ensemble, en incluant les professeurs, qui, on l'a dit dans les web puis dans des articles de journaux, il y a beaucoup d'enseignantes qui sont de confession musulmane, est-ce que vous pensez que ça allait trop loin ou que c'était correct? Ben là, comme je dis, je ne peux pas parler pour l'ensemble de mon jeunesse. Puis c'est dur aussi comme pour moi en tant que candidat au fédéral. À ton avis. Oui, mais ça reste quand même. Ça reste un peu touché. Un peu touché, mais parce que si tu me demandes à moi, quelqu'un qui va aller défendre des lois québécoises à Ottawa qui sont passées à majorité, de critiquer justement le travail du Québec. Non, j'ai pas dit de critiquer, j'ai dit de donner ton opinion en tant que telle, mais c'est important de le savoir parce que vous avez à moitié le pied dans le Québec, vous vous dites défenseur des intérêts des Québécois, puis la loi 21 a beau être polémique, ça a été quand même mis en place par un gouvernement qui a été majoritaire au provincial. Oui, majoritaire, mais avec 37% des voix. Oui, ça, c'est notre système qui est magnifique, mais admettons, de ton point de vue personnel, parce que tu as déjà mis bien au clair que tu respectes les minorités en tant que telles, puis que ça te dérange pas, c'est pas que tu es raciste ni rien. Justement, avant qu'on continue là-dessus, oui. L'amalgame entre racisme et loi 21, ça, c'est quelque chose que je prends tellement pas. Parce que je suis tellement d'accord avec toi. C'est de comme faire un amalgame, pas un amalgame, c'est de dire qu'une ethnie va être intrinsèquement liée à la religion dominante que cette ethnie-là pratique. C'est de dire qu'un arabe est nécessairement musulman. C'est presque pire parce que tu portes un préjugé en disant que le monde est raciste. Exactement. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a à cœur la loi 21 que parce que cette loi-là, mettons, vise particulièrement, mettons, on va la sortir, là, le hijab, que cette loi-là est raciste. Parce que ça serait de dire que toutes les personnes qui portent le hijab appartiennent nécessairement à une ethnie. C'est de dire que ces gens-là sont esclaves. Ben, moi, ça, c'est mon avis. C'est peut-être un petit peu le côté... moi, c'est le bout de la théorie de Marx qui vient beaucoup me chercher. C'est de dire la religion, c'est l'opium du peuple. Puis c'est de dire que ce peuple-là est soumis à son opium constamment puis qu'il n'y a aucune façon de s'en libérer. Tu sais, les Québécois, la religion qui était dominante, c'était le catholicisme. Puis de me dire à moi aujourd'hui qu'un peuple est soumis à une religion spécifiquement, ça me met hors de moi. Parce que je me dis, nous, au Québec, on était capable de se séparer de cette religion-là. Pourquoi ces peuples-là seraient pas capables de le faire?
Ouais, je suis très C'est d'accord. ça. Je suis très d'accord avec ça. Oui. Mais Fait comme on parlait tantôt, justement, pour revenir sur la loi 21, puis c'est quoi qui serait le best? C'est sûr que là, la loi est passée. On pourra, ce serait des amendements plus tard, à long terme, qu'on pourrait adopter au projet de loi pour le modifier. Mais moi, à mon sens, je suis d'accord avec Amélie au niveau du port de symboles religieux pour les enseignants. Mais ce débat-là, c'est pas juste moi qui ai mon mot à dire, c'est l'ensemble du Québec qui a à dire. Puis s'il exactement. y a un amendement à faire là-dessus, il faut consulter les gens. Parce que je ne suis pas. Tu sais, on disait le Québec, c'est nous. Ben moi, seul, si on disait en 2019, moi seul, je ne suis pas le Québec. Fait qu'il faut consulter les gens pour savoir c'est quoi leur priorité, c'est quoi leur avis là-dessus. Parce que je trouve que le débat sur le 21, il n'a pas été assez long, à mon avis, puis qu'il n'a pas consulté assez de personnes. Puis, veux pas, ça s'est envenimé justement à cause des accusations de racisme. Puis, je comprends d'une certaine façon la CAQ d'avoir passé le projet de loi sur Bayon rapidement parce qu'on voyait le dérapage que ça prenait avec les arguments fallacieux comme ça. Fait que ça aurait juste comme diminué l'approbation de la population de projets qui, à mon sens, majoritairement, parce que c'est pas l'ensemble des points qui viennent me chercher, mais qui est majoritairement avec lesquels je suis majoritairement d'accord. Ouais. Parfait. T'as-tu autre chose à dire ou tu veux qu'on passe à l'autre question? D'autres questions? Oui. Je pourrais peut-être enchaîner, Amélie. Ouais. Tu permets? Donc, récemment, ces dernières semaines, on a vu l'imposition d'une chose merveilleuse qui s'appelle le passeport vaccinal. OK, vas-y. Vous en pensez quoi, vous? Écoute, moi, je vais supporter le Québec dans ses décisions jusqu'au bout. Puis, sincèrement, il y a d'autres provinces qui commencent à le faire. Tous les candidats au Bloc québécois sont double vaccinés. C'était une priorité avant même de se pointer au Congrès. On nous a demandé de le faire. Puis, à mon sens, en tant que candidat, au nombre de personnes qu'on fréquente, qu'on voit dans une campagne électorale, c'est essentiel. C'est essentiel de se faire vacciner. Si on ne veut pas mettre des gens comme des personnes âgées qu'on va voir qui viennent nous donner un coup de main, parce que des militants qui sont âgés, des vieux durs de la dure, du oui de 80, qui viennent donner un coup de main, c'est là qui est la beauté du mouvement souverainiste, parce que je me dis, hey, moi j'ai 22 ans, là, la personne de 80 ans, là, on a discuté à un monsieur de Lac-Saint-Louis qui ramassait des signatures pour un de mes amis. Puis ce monsieur-là, à la fin, il nous a tendu ses listes, puis il a dit, moi, c'est ma dernière campagne électorale. Après ça, j'arrête de m'impliquer pour le Bloc québécois, je suis brûlé, j'ai plus l'énergie pour faire ça. Fait qu'il dit, ces listes-là, compilez-les, assurez-vous qu'elles passent au prochain candidat du Bloc québécois dans Lac-Saint-Louis pour que la flamme continue de brûler. Puis c'est ça que je trouvais ça beau. Fait que je me suis dit, au niveau du vaccin, je me dis, c'est pas vrai que je peux mettre ces personnes-là en danger alors qu'elles se sont battues pour nous autres puis qu'elles nous passent le flambeau. Je ne veux pas être comme responsable de la mort de ces personnes-là d'une certaine façon. C'est un peu creep à dire, là. Non, mais c'est ça, Mais pareil, c'est là. vrai. C'est une responsabilité. Moi, en tant que candidat, je trouvais que c'est une responsabilité sociale de me faire vacciner. OK. Mais je trouve qu'il y a quand même une différence entre trouver l'importance de se faire vacciner et être d'accord de bloquer des services quand tu ne l'es pas. Je trouve qu'il y a une différence dans les points de vue quand même. Mais sincèrement, comme il y a bien des bloquistes qui pourraient vous répondre là-dessus, là, c'est pas au fédéral de prendre une décision là-dessus. C'est aux provinces de le faire. La santé, c'est un pouvoir, c'est une compétence qui est de juridiction provinciale. Puis avec toutes, je veux pas les fois où que Trudeau s'est planté durant la crise, là, justement au niveau de la fermeture des frontières, ça faisait 3 semaines que les bloquistes demandaient au gouvernement Trudeau, fermez les frontières, il y a des cas qui commencent à rentrer, il n'y a aucun contrôle, vous ne faites pas de tests aux gens qui arrivent à l'aéroport, vous laissez rentrer du monde qui peuvent en contaminer d'autres. C'est incroyable. Fait que si je ne voudrais même pas imaginer laisser ce pouvoir-là au fédéral après toute l'incompétence, en fait, qu'ils ont eu pendant cette pandémie-là. Fait que moi, je me dis,
Je me dis, en tant que candidat, puis en tant qu'aspirant député au fédéral, je ne voudrais jamais avoir à discuter ça à Ottawa. Je préfère laisser les gens de Québec gérer ça. Parce que si on laisse trop de stock à Ottawa, à un moment donné, ils en ont plein les mains, puis ils finissent par jongler avec des choses qui échappent. Ça, c'est mon avis là-dessus. Ouais, puis même là, les situations sont différentes. Juste au Québec et en Ontario, là, c'est zéro pareil. Là. Ouais. Fait que, tu sais, juste d'avoir une décision qui est provinciale, qui est plus centrée sur ce qui se passe, puis la... Oui. Ouais. Puis c'est les gens de Québec qui ont les compétences qui sont spécialisés là-dedans. Le fédéral n'a jamais géré de la santé. Fait qu'il ne faut pas leur laisser gérer de la santé. Ils ont de la misère à gérer des systèmes de paye. Ma soeur s'est fait frauder. Ça va faire 6 mois qu'elle fait des démarches avec Revenu Canada pour qu'elle puisse en fait revoir ses retours d'impôts. Je veux dire, si Ottawa n'est pas capable de gérer de l'impôt et de la fraude sur un programme qui est la PCU, qui ont fait eux-mêmes, je ne leur laisserai jamais gérer autre chose. Oui, mais pas de dire que notre système de santé est parfait. Là. Ça reste Non, loin de là quand même. Ouais, bien des lacunes. Loin de là. Mm-hmm. Ouais. Donc, dans le fond, tu trouves ça correct de... Parce que nous, on a un peu dévié. Je trouve que le passeport vaccinal est important, personnellement. Okay. Mais je ne pense pas que c'est à Ottawa de prendre cette décision-là. OK. Fait qu'en tant que tel... Long story short, là. Ouais. Parfait. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, yes. Donc, tu as parlé un peu des intérêts de ton bloc en général, de plusieurs dossiers qui sont très importants pour le Québec. Mais mettons, si on revient à des dossiers vraiment qui sont vraiment très d'actualité sur les jeunes, qui sont très présents sur les réseaux sociaux en tant que tel, qu'est-ce que ton aile jeunesse pense de la demande de changement qui a été émise en lien des mouvements des Black Lives Matter, hashtag Stop Asian Hate, puis au sujet des Autochtones? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben moi, je peux commencer avec les Autochtones. Parce que les Autochtones, c'est... moi, personnellement, j'ai lu la biographie de Bernard Landry, qui a fait l'Appel des Braves avec les cris. Puis je trouvais que cet homme-là était super inspirant parce qu'il s'était dit, nous, en tant que Québécois, on veut s'autodéterminer. On veut prendre des décisions pour nous-mêmes en se donnant un État. Ben, Bernard Landry, il s'est dit, il a regardé la nation de cri, puis il a dit, ces gens-là, c'est une nation à part entière. J'ai la responsabilité et le devoir de m'asseoir avec eux pour connaître leurs préoccupations, pour connaître leurs demandes et leur donner tout le soutien dont ils ont besoin. Fait que c'est comme ça que cette entente-là, c'est réglé. C'est pourquoi, en fait, on a une grande amitié avec les Cris au Québec. Nous, au niveau des Premières Nations, au Bloc québécois, c'est quelque chose d'assez radical qu'on propose. On propose littéralement l'abolition de la loi sur les Indiens. Oui. Donc, oui, là, je vais finir ce que je suis en train de dire parce que c'est quand même pas rien. Vas-y. C'est vraiment pas rien. C'est pas toutes les parties qui ont les guts de mettre ça sur la table parce que c'est un travail majeur que ça implique. Puis, on a entendu entre les branches même que le ministre de la Justice, David Lametti, trouvait que c'était trop de job pour que ça se fasse. Ça, c'est des discours de l'intérieur qu'on a, puis qui disaient que ça serait trop compliqué juridiquement à changer. Bien, nous, justement, c'est de dire, on abolit cette loi-là, puis on prend le temps, pour la première fois de notre histoire pan-canadienne, de s'asseoir un à un avec chacun des représentants des Premières Nations, puis de leur demander qu'est-ce que vous voulez. Parce que les Premières Nations, c'est pas vrai qu'ils demandent la Lune, puis le Soleil, puis l'ensemble des ressources du Canada, puis toutes les terres canadiennes. Ils ont des demandes qui sont raisonnables, puis qu'on peut remplir. Il faut juste prendre le temps de s'asseoir avec eux, de les écouter, puis d'avoir une discussion franche, parce que si on est capable justement de prendre le temps avec chaque nation, puis de leur offrir ce qu'ils veulent, de leur donner une sorte de gouvernement avec lequel ils pourraient s'autogérer, je pense qu'ils pourraient sortir de toutes ces années de misère-là dans lesquelles ils tournent dans un cycle infini de misère et de pauvreté. Moi, ça, profondément, c'est ce que je crois. Il faut juste leur donner les outils
et les moyens de se gérer par eux-mêmes. Et tu vois, Ça, c'est au niveau des Premières Nations. Ouais. Tu vois, je ne suis pas surpris de ta réponse parce que je vois un parallèle très clair entre toi qui parle de souveraineté, tu sais, c'est de l'autodétermination. Ça revient à la même chose pour les Autochtones. On ne peut pas vouloir clamer on veut se diriger nous-mêmes, on veut choisir. C'est ça. Surtout, mettons que tu votes bloc, Exactement. c'est que tu veux défendre les intérêts de ta propre nation. Mais après ça, faut les autres, c'est la même chose pour eux autres. Hein? Exactement. C'est la même chose, c'est la même raison pour laquelle on soutient les Catalans dans leur lutte d'indépendance nationale, puis les Écossais. Parce que historiquement, ces gens-là ne se reconnaissent pas dans la structure gouvernementale à laquelle ils sont, comme les Autochtones, et ils veulent gérer leurs choses par eux-mêmes. Tu ne peux pas être souverainiste puis être contre l'autodétermination des autres nations. C'est pas comme ça que ça. C'est ça. Ça serait un biais, ça serait être nombriliste à un point aberrant. Sinon, pour ça, c'est au niveau des Premières Nations. Oui, sinon pour les autres mouvements. Mettons sur le Black Lives Matter. Mettons, on commence par ça. La Black Lives Matter, là, sincèrement, on parle, mettons, plus au niveau du rôle de la police ou plus on parle au niveau plutôt toi en tant que jeune, en tant que représentant du Bloc. Parce que je ne sais pas si tu es allé à ces manifestations-là, si tu as des amis qui sont allés, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça dit à ton jeunesse en tant que telle? Parce que ça veut dire que c'est une demande des jeunes, cette manifestation-là, au même titre que les changements climatiques. Oui. Puis au niveau, justement, moi, j'ai beaucoup de la misère avec le terme race. Moi, je suis quelqu'un qui a plus... moi, je dirais que l'aile jeunesse au Bloc québécois, en général, a plus un nationalisme de type civique. Je ne sais pas si ça veut un peu c'est quoi, je peux vous l'expliquer. Là. Le nationalisme civique, c'est de dire que toutes les personnes qui s'identifient d'une nationalité, qui partagent une langue commune, ainsi de suite, puis qui participent à la vie citoyenne dans un État, ben, c'est des citoyens à part entière et égaux à tous les autres. Fait que c'est pas une question moi, je ne baserais pas, mettons, si j'étais politicien demain, je ne baserais pas mes politiques publiques sur la couleur de peau de quelqu'un. Moi, c'est ça mon avis. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de discrimination au niveau des minorités qui sont venues s'installer ici, dans la société d'accueil. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Au contraire. Il va y avoir, c'est sûr qu'il y a des débats à avoir, même au sein de la jeunesse, il y a des débats au niveau du terme de discrimination systémique. C'est des choses, c'est souvent le problème qu'il y a beaucoup de gens qui soulignent, c'est que trop souvent, ça devient une arme politique. C'est que les gens se servent de ça, de ce terme-là, pour discréditer des gens sans avoir un véritable débat de fond des idées. C'est là que ça devient dangereux. C'est Evergreen aux États-Unis qui ont comme lancé cette idée-là d'une certaine façon. Ben, ça en est venu à des batailles, à de la violence sur le campus, juste parce qu'il n'y avait pas eu de discussion, de débat de fond sur les idées, parce qu'il y a des profs qui disaient ben, ça n'a pas de bon sens, c'est pas sociologiquement adapté justement, mettons, à un cours. On a vu, mettons, la prof à l'Université d'Ottawa qui expliquait le N-word, en fait, puis en fait, pourquoi que les artistes noirs, les rappeurs noirs, utilisaient le terme pour se le réapproprier puis lui enlever sa connotation négative pour qu'il puisse, en fait, se réapproprier le terme. Puis juste ça s'est retourné contre elle, puis elle s'est fait démettre de ses fonctions. Alors que, à mon sens, dans un contexte académique, l'utilisation du terme pour expliquer un mouvement social qui essaie de dénaturer la mauvaise image qu'on lui a donnée, c'était très valable. Fait que c'est ça au niveau du mouvement Black Lives Matter. C'est quelque chose qui est quand même sensible, mais toutes les demandes en fait qui sont faites autour du mouvement, puis c'est sûr qu'on reconnaît la discrimination. Là. C'est pas quelque chose qu'on la voit par les statistiques des stations de police qui arrêtent des gens ayant une couleur de peau différente. On le voit. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Au niveau du Stop Asian Hate, c'est sûr que ça a été beaucoup relayé malheureusement au niveau des réseaux sociaux à cause de la COVID.
il y a beaucoup de désinformation qui s'est faite. Je pense que c'est quelque chose qui est plus marginal parce que c'est des gens qui font leur recherche, qui associent justement toute la COVID aux Asiatiques d'une certaine façon. Puis, à mon sens, d'après moi, c'est sûr que ce n'est pas une analyse extrêmement poussée, mais ça devrait se calmer après la pandémie. Je pense que c'est juste un mouvement, c'est un peu comme le Parti populaire de Maxime Bernier, le Parti libre du Canada, qui vont bien, bien s'effondrer après que toutes les mesures sanitaires soient parties, parce que les gens n'auront plus les raisons de se révolter. Fait que ça, c'est ce qui condense un petit peu mon avis sur ces questions de justice sociale-là. Je suis très d'accord avec toi au niveau du terme race. C'est clair que déjà à la base, historiquement parlant, ça n'existe pas. Il y a une race humaine, c'est tout ce qu'il y a. C'est l'anthropologie. C'est l'anthropologie. C'est ça. C'est ça. Historiquement, là, c'est... En tout cas. Mais, admettons, parce que tu parles que ça va partir, le Stop Asian Hate, par exemple. Ouais. Bon. Mais en tant que tel, on peut-tu s'entendre que déjà, on parle du racisme des Noirs aux États-Unis, beaucoup, ici aussi. Ouais. Ouais. Mais on s'entend que le Stop Asian Hate, il y a eu des faits là-dedans qui ont été relayés qui datent pas de la pandémie nécessairement, mais non, c'est sûr. Je veux dire, plus loin. Donc, c'est les Asiatiques qui ont construit le chemin de fer à travers le Canada au complet. Là. C'est quelque chose qu'on peut pas oublier qu'historiquement, cette frange de la population, le Canada, en fait, s'en était servi pour construire à faible coût le grand chemin de fer qui allait unir toute la Confédération. Oui, littéralement, on peut pas. Il y a d'autres réalités. Moi, c'est sûr que le Stop Asian Hate, c'est pas un mouvement sur lequel je m'étais particulièrement attardé. Au niveau des revendications qui s'est fait dans ce mouvement-là, est-ce que tu peux m'en souligner, justement? Mais honnêtement, c'est un mouvement par rapport qui est pas tant venu ici, c'est plus venu en Angleterre, puis ça s'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux, mais c'est simplement demander le respect en tant que tel. Oui. Et ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est parce qu'on parle beaucoup du racisme des Noirs, puis je suis très d'accord, c'est quelque chose qu'il faut s'attarder, c'est un problème de société dans probablement toutes les sociétés, mais il faut se dire aussi qu'il existe du racisme pour d'autres minorités qui sont peut-être pas exactement de la même façon que les Noirs, qui sont pas faites de la même façon, que c'est socialement accepté. Oui. Tu sais, c'est pas quelque chose que, en tant que tel, tu dis c'est offensant, sauf qu'à la longue, ça le devient. Oui, c'est l'accumulation des petites choses quotidiennement qui deviennent irritantes. Ben, moi, c'est sûr que j'ai plus de difficultés. Regardez-moi, c'est pas compliqué à voir, là. C'est une réalité que j'ai plus de difficultés à concevoir, surtout du fait que c'est pas comme ça que je juge une personne au préalable. Moi, je me souviens, une des phrases de Pierre Falardeau que je préfère, c'est que tu sois bleu, noir, jaune-orange ou mauve avec des picots jaunes, je m'en calisse. Si tu te bats avec moi, tu es un de mes frères. Tu sais, nous, au Forum Jeunesse, on a, dans les candidats jeunes, on a Shafika, que sa mère est originaire du Sri Lanka. On a Soledad, que son père est bolivien. Puis on a d'autres personnes. Je me souviens de Mohamed, qui se lance maintenant pour Projet Montréal, qui a été sur l'exécutif du Forum Jeunesse au National. Puis tous ces gens-là, justement, je les considère pas comme des personnes d'une minorité. Je les considère comme mes frères et mes sœurs d'armes, parce que c'est eux autres qui m'aident à amener le projet souverainiste en quelque part. Moi, sincèrement, je vais détester 100 fois plus un Canadien fédéraliste qui va s'opposer complètement à mes idéaux politiques que parce qu'une personne a une couleur de peau différente. Fait que moi, c'est plus au niveau idéologique que je vais juger une personne plutôt qu'à son apparence. C'est ce que je peux te dire, moi, sur même temps des choses. Ouais. J'ai aussi vu une phrase qui disait il y a l'expression « Ah, moi, genre, de mon point de vue, tout le monde est la même couleur. » Puis t'es comme
là, la personne disait, je comprends d'où ils veulent en venir, au sens de tu veux pas juger puis les différencier, mais ça reste que c'est important de reconnaître qu'il y a des différences, justement, pour être capable de voir ces injustices-là et agir. Faut pas que tu traites tout le monde comme... Parce que c'est un peu fermer les yeux, même si dans ta tête, t'es pas raciste, t'es pas conscient que, justement, il y a des discriminations, là. Mm-hmm. Puis je pense que c'était toute cette dynamique d'inégalité et de discrimination ethnique, ça va passer par l'éducation. Ça va pas, tu sais, tantôt, c'est un processus de socialisation. Puis c'est sûr que là, probablement, il y a une frange de Québécois qui est qui est plus âgée, qui a vécu justement toutes les... Je veux dire, au moins souverainiste, on en a aussi, là, des gens qui ont eu le traumatisme de voir plein de personnes qui ne les ressemblaient pas s'établir au Québec. Alors, c'est sûr que cette menace-là, c'est venu les chercher, mais à long terme, je ne penserais pas que cette dynamique-là va rester. Je pense que c'est une question de, à mon avis, c'est sûr qu'il y a des façons d'agir politiquement pour régler ces problèmes-là, mais le temps aussi va bien faire les choses, à mon avis. Ça va s'effacer d'une certaine façon par soi-même parce que moi, j'ai encore un certain espoir en l'humanité. Puis je crois que les Québécois, une fois qu'ils vont voir que c'est sûr que ça a un enjeu aussi linguistique parce que c'est-à-dire les personnes qui immigrent au Québec, si on leur fournit les outils, l'outil principal pour l'intégration qui est le français, si tout le monde est capable de discuter entre eux et de ne pas rester dans leur petite zone, dans leur petite bulle de communauté, on est capable justement de faire naître le concept de l'interculturalisme que j'adore. C'est qu'en offrant une plateforme de communication à toutes les personnes qui viennent de toutes les origines, ben, ces gens-là, au lieu de rester dans leur coin, ils discutent, ils échangent, puis ça élimine justement la peur de l'autre. Fait que moi, je pense que d'offrir justement des meilleurs services de francisation, c'est un premier pas dans la meilleure intégration, dans la lutte à la discrimination ethnique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'avais pas pu mieux dire que ça. Parfait! Donc, on va passer à la prochaine question. On en a un peu parlé, mais qu'est-ce que tu penses de la radicalisation des jeunes vers la gauche, mais aussi vers la droite, même si je pense pas qu'ils touchent tant que ça, là, mais la radicalisation dans les deux extrêmes des jeunes? Personnellement, je pense que je trouve que vous avez choisi la meilleure personne pour discuter de ça, parce qu'on me reproche souvent d'être beaucoup trop centriste. Mais c'est parfait dans ce cas-là. C'est bon, ça. Sincèrement, moi, je me considère comme étant un vieux social-démocrate. Au niveau de la droite et de la gauche, la radicalisation qui se fait, je l'ai vu beaucoup. Je me suis impliqué pendant un certain temps au sein d'une instance que je ne nommerai pas, qui justement a un peu perdu les pédales parce qu'elle est allée vers un extrême puis reniait l'autre extrême, puis au lieu de discuter, puis de s'asseoir, puis d'avoir un dialogue respectueux avec les autres personnes, ont été directement en confrontation. Puis au lieu justement de se rapprocher, vu que ces deux groupes étaient, mettons, ici, mais se sont distancés continuellement. Puis ça, moi, à ce que j'ai vu, ça a juste augmenté la radicalisation. Fait que au Bloc, j'en ai rencontré des gens qui sont très, très à droite, des gens qui sont très, très à gauche moins, parce qu'habituellement, ils n'ont pas tendance à avoir confiance en les partis politiques, parce qu'ils pensent que c'est une alternative citoyenne qui doit primer, puis que les partis politiques, c'est juste une machine qui sert à défendre les intérêts des grands riches puis des compagnies privées. Peu importe ton orientation politique, ces gens-là vont même jusqu'à renier parfois Québec solidaire. Mais à mon avis, la meilleure façon de combattre la radicalisation, c'est de s'asseoir avec ces gens-là puis de les faire sentir inclus dans le groupe, même si on a des grosses dissensions idéologiques avec eux. Parce que
de les faire sentir appartenir à un groupe. Ça leur donne justement un certain attachement. Puis lorsque les gens s'attachent justement avec un groupe de personnes particuliers qui discutent d'enjeux politiques, d'idées et de solutions pour la société, ben, d'une certaine façon, ces gens-là ont réussi aussi à les convaincre sur certaines positions. Fait qu'au lieu de les expulser du groupe, de les tasser ailleurs, en les prenant dans notre groupe et en leur disant ben écoutez, vous avez vos idées qui font dissension avec les nôtres, mais on est capable de trouver des compromis. C'est toujours en trouvant des compromis qu'on se rapproche du centre. Puis plus qu'on rapproche ces gens-là du centre, plus qu'on les éloigne de leur extrême, d'une certaine façon, de leur toxicité, parce qu'à un moment donné, rester dans le même petit groupe, se cloisonner, puis d'être dans sa chambre d'écho, ça devient toxique. Parce que tu te remets pas en question, tu débats plus parce que c'est juste avec des gens qui sont du même avis que toi que tu discutes. Puis ça crée un climat après ça dans la société qui devient beaucoup moins intéressant que si tous les gens étaient réunis autour de le fameux terme de l'agora grecque, où est-ce qu'il y a des jeunes qui discutent de politique, où est-ce qu'il y a des dissensions, mais qu'il y a des compromis. C'est ça que je trouve intéressant et important du rôle de la politique chez les jeunes qui se radicalisent. Mais ça reste quelque chose qui est quand même inévitable parce que, tu sais, les deux, on étudie en histoire, là. Puis l'histoire, dans le fond, c'est une montée de la droite puis de la gauche en même temps. Les deux montent. Puis là, un moment donné, ben, ça atteint les extrêmes, genre Hitler, tu sais. Puis tu fais, oh, c'est peut-être une mauvaise idée. Là, ça redescend. Tu sais, puis je pense que avec, mettons, Trump, on est dans des élans comme ça où ça monte puis ça monte. Je trouve que la pandémie n'aide pas aussi, tout avec les côtés, les conspirations, là, il y en a plein, là. Mais ça va rebaisser, mais je pense que c'est inévitable quand même. Mais justement, on sait que. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on sait que ça s'en va où, ces idées-là. On l'a déjà vécu de pire. On est comme. Peux-tu aller googler, s'il te plaît, ce qui s'est passé, là? Mais justement, je trouve que discuter, c'est une façon parfaite de revenir sur Terre. Là. Puis c'est surtout, moi, j'ai fait un travail de session, en fait, là-dessus en printemps dernier, dans le cadre de mon cours de communication politique, sur justement l'impact des réseaux sociaux sur la radicalisation. Puis surprenamment, oui, il y a une grosse dynamique au niveau des groupes Facebook, admettons, ou des groupes WhatsApp, que c'est des chambres d'écho, justement, parce que les gens discutent entre eux, puis c'est surtout ça qui est médiatisé, puis qui explique pourquoi les réseaux sociaux sont vraiment mauvais, puis qu'il faudrait réglementer les réseaux sociaux. Mais il y a bien des recherches qui disent qu'au contraire, les réseaux sociaux, vu que ça offre une panoplie d'idées, ben, ça permet aux gens de se déradicaliser. C'est sûr qu'au niveau des algorithmes qui ont tendance à nous montrer des publications auxquelles on réagit plus, auxquelles on est plus favorable, ça, c'est un problème. Puis au niveau des partis politiques aussi, qui servent de plus en plus de ça pour promouvoir leurs idées. Les partis politiques en Inde, ils créent des focus groups, en fait, des petits groupes de personnes qui vont vraiment beaucoup radicaliser. Ces petites personnes-là qui vont radicaliser vont créer des groupes tiers après ça. Puis ils vont inviter d'autres personnes pour diffuser de l'information, bien souvent biaisée en faveur du parti qui représente. Puis ça crée justement comme une vague de gens qui sont vraiment stickés sur leurs idées. Puis ça crée une base électorale puissante pour ces partis-là en Inde. Fait que, oui, je pense que c'est pas juste une question de personnellement se radicaliser parce qu'il y a d'autres agents dans la société qui ont un rôle à jouer. Mais justement, c'est triste à dire, mais faut bien utiliser ces outils-là. C'est comme le nationalisme, en fait. C'est ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on en fait. Fait que si on est capable d'utiliser ces outils-là à bon escient, ben, on peut contribuer à la déradicalisation. Puis comme tu dis, Amélie, il y a ces mouvements-là au sein de l'histoire de
de tension puis de jeu de pouvoir entre la gauche et la droite, puis ça finit toujours par se rééquilibrer. Mais je pense que c'est une question de s'asseoir avec l'autre. Parce que trop souvent, les gens sont sciés sur leur ego, pensent toujours qu'ils ont raison, puis d'avoir une discussion, de s'asseoir et de discuter avec quelqu'un, bien souvent, ça peut ramener certaines personnes sur Terre, d'une certaine façon. Mais je trouve aussi que juste l'orientation qu'on a au débat maintenant, je trouve qu'il manque cet aspect-là de discussion. Souvent, c'est vraiment de confronter l'autre, puis de quasiment l'humilier publiquement. Là, exactement. C'est ça, d'utiliser des sophismes. Il n'y a pas le côté « je veux échanger, je veux partager mon idée », je veux surtout écouter l'autre. Tu sais, même juste tu regardes la télé, là, j'ai fait un cours de français, on en a parlé, là, puis il me montrait des exemples de débats à la télé. Là. C'est supposé être neutre, c'est les zéros du tout. C'est vraiment juste deux opinions le plus inversement possible parce qu'ils veulent faire un show. Je trouve qu'il manque des plateformes maintenant pour faire ça aussi. Oui. Ben, au niveau, justement, alors, là, tu viens de me lancer une piste incroyable. Là, tu disais que vous vouliez parler encore pendant 15 minutes. Je vous venais de vous tirer dans le pied, ça va prendre une demi-heure. Au niveau de la qualité des médias, là, on peut se dire que ça a pris un méchant coup parce que on est rendu dans une phase de marchandisation de l'information. Si on veut que l'information se vende, puis la façon de rendre ça intéressant, c'est justement de vendre ça comme un show. Puis, à mon avis, l'information puis les médias, leur job ne devrait pas être de faire un show, ça devrait être d'informer les gens. Puis le problème, la source, la racine de ce problème-là, c'est que les médias nationaux et en général sont plus assez bien financés. Il y a une grosse partie de leur revenu publicitaire qu'il y avait auparavant, dont ils servaient justement pour diffuser de l'information de qualité, qui se fait bouffer par les géants du web. Parce que toute cette publicité-là s'en va sur Internet. Fait que nous autres, je suis revenu sur la plateforme du blog, et on disait il faut taxer les gens du web, puis prendre cette taxe-là pour financer nos médias régionaux, nos médias locaux, pour rehausser le niveau du débat. Parce que si on reste toujours dans la chronique, puis on fait moins de journalistes d'enquête, comment tu veux informer ta population pour qu'elle soit apte à bien voter après ça? Comment tu veux outiller tes gens pour qu'ils soient capables de se défendre eux-mêmes et de se forger une idée? Ouais. Vous en pensez quoi, vous autres? Anne, je t'ai coupé avant. Non, c'est correct. Personnellement, je pense que mon idée est partie. J'avais une bonne idée aussi, mais c'est comme parti parce que j'étais concentrée sur ce que tu disais. Mais je pense que c'est tellement vrai. Puis, oui, c'est ça. C'est tellement vrai, même au sein de l'Assemblée puis de la Chambre des communes. Écoute, à un moment donné, Amélie n'était pas là, mais quand j'étais au secondaire, notre professeur nous parlait du système électoral puis tout ça, parce que ça coïncidait avec les élections provinciales. Puis, il nous avait montré, c'était un live, là. C'était pas... Un débat de la Chambre de l'Assemblée nationale? Genre live, ça tombait qu'il y en avait un. Écoute, la classe entière était morte de rire, tellement c'était ridicule. On peut-tu s'entendre que c'est... Sans vouloir vexer les politiciens, les députés, ni rien, mais comment ça tourne? Ça tourne en chicane d'enfants de garderie. Par exemple, là, hier, j'ai raconté ça à Amélie. L'histoire des woks. Oui. Non, on peut-tu s'entendre que le premier ministre Legault qui se fait comparer à Maurice Duplessis, on peut-tu s'entendre que, je pense que toi aussi t'en as fait de l'histoire, mais nous trois, on a quand même un bon background en histoire, peux-tu te dire que c'est pas la même affaire? Wow, minute, là. Et ensuite, répondre par une agression n'est pas la meilleure affaire. Surtout que le terme est trop intense pour ça, là. Au moins, je ne suis pas un woke. Ouais. Moi, je suis désolé, les filles, là, mais je vais contredire tout ce que vous dites vraiment. Moi, cette game parlementaire-là, je la trouve beaucoup trop crunchy et beaucoup trop intéressante pour la mettre aux poubelles. Sincèrement, parce que je trouve que c'est quelque chose qui rend c'est une question de jeu parlementaire aussi. Moi, j'ai fait des simulations parlementaires, puis c'est important de diviser le jeu qui se fait en chambre en période de questions et le jeu qui se fait après, en background. La politique, ça se fait beaucoup plus en background qu'on pense,
les grandes orientations des politiques publiques, ça va avoir lieu en commission parlementaire. En commission parlementaire, c'est là que les grosses discussions, les débats de fond, les idées vont être débattues. Puis moi, en fait, ce que je pense, c'est qu'on ne devrait pas montrer puis médiatiser plus les interventions en chambre. Ça devrait être de médiatiser plus les commissions parlementaires pour voir réellement chaque parti le travail qu'il accomplit pour modifier les projets de loi, les proposer puis les faire adopter par la suite. Mais ça, je pense que ça demande... Oui, vas-y, Anne. Exactement, je suis très d'accord avec toi. Il faut, mais pour faire ça, comme tu disais, pour revenir à ce que tu disais tantôt, il faut donner du financement à nos réseaux nationaux, Exactement. provinciaux de distribution de médias, même si c'est traditionnel. Ouais. Il ne faut pas s'en aller complètement pour le média. C'est le fun pour nous, les réseaux sociaux et tout, mais il faut quand même garder l'aspect professionnel qui vient avec ça. Puis il faut leur donner une chance de faire des articles de fond qui sont intéressants, puis justement de nous parler de ça, pas juste nous montrer. Bon, c'est sûr que pour ceux qui suivent la politique, c'est quand même assez drôle, puis ça nous fait quand même sourire. En élection, c'est divertissant, mais c'est ça. Quand ils voient ça, ils se disent c'est un manque de sérieux incroyable, c'est ça qu'ils font nos représentants. Ça alimente le cynisme. C'est ça. Ça donne aucunement une bonne image. En Australie, là, ils ont forcé les gens du web comme Facebook entre autres, là, à rémunérer les plateformes de médiatiques Exactement. qui publient sur Facebook pour les nouvelles qu'ils produisent. Puis Facebook est tellement greedy qu'ils ont dit « Fuck non, on ne donnera jamais une scène à ces médias-là, on préfère les retirer de notre plateforme. » Fait que ça nous dit à quel point Facebook, à long terme, pourrait quand même devenir... Là, je pèse mes mots parce que ça va peut-être me revenir d'en face un jour dans le pays du Québec, puis que Facebook va être... M. Zuckerberg va être avec moi, puis va me dire écoutez, vous avez dit ça en 2021, là, mais j'assume vraiment ce que je dis. Ils vont trouver notre podcast. Ils vont trouver notre podcast d'Harry Payson, ils vont dire écoutez, M. Vanessa Lapierre, vous nous avez craché au visage en 2021. Mais littéralement, Facebook, ça pourrait, s'ils ne changent pas leurs habitudes, parce que ça devient littéralement partie intégrante de la vie des gens de tous les jours, s'ils ne changent pas leurs habitudes justement commerciales, puis qu'ils ne prennent pas la responsabilité sociale qui vient avec leur popularité, ben ça va devenir une menace pour la démocratie. Oui. Je pense que ça l'est quasiment ça l'est déjà. Là. Oui. Je suis un jeune intéressé par la politique, puis c'est presque contradictoire parce que je me sers de mon Facebook quotidiennement pour m'informer. Moi, mon Facebook, la première chose qu'on m'a appris à faire dans mon cours d'initiation à la politique au cégep, c'est prends ton Facebook, va chercher des quotidiens, Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal, le New York Times, The Guardian, Le Monde, ensuite de ça, la Gazette, CTV News, Global News, ainsi de suite. Tu prends tous ces médias-là, tu t'abonnes à eux, puis tu les mets prioritaires sur ton feed. Fait que la première chose que tu fais en te réveillant le matin, en allant prendre ta douche, puis que tu scrolles ton cellulaire, tout ce que tu vois, c'est des nouvelles du jour, puis les articles qui t'intéressent, tu peux les lire dessus. C'est comme ça que moi, je reste informé. Exactement. C'est ça. Il y a plein de gens qui font ça. C'est pas tout le monde qui le fait comme ça. C'est ça le problème. Oui. C'est pas juste des... Moi, mettons, là, j'ai des amis ou j'ai des influenceurs que je suis, là, qui posent des nouvelles de « Ah, il y a des feux en Californie. » Oui, mais oh non. Il y a tellement d'autres choses qui... Ouais. C'est un sujet là, qui s'éloigne, là, mais tu sais, ça n'a pas rapport avec les célébrités. Le monde, ça les intéresse pas. Puis c'est ça le problème de... On est juste intéressé par quelque chose qui nous concerne. Il faut avoir le désir d'aller plus loin. Puis c'est par des articles de fond rémunérés qu'on a ça. Oui. Puis c'est pas juste par les articles de fond. Tu sais, moi, je vous ai dit que j'étais suppléant au secondaire. Moi, c'est quelque chose que je disais à mes jeunes secondaires de faire quand il y avait des groupes qui étaient plus intéressés. Là. J'ai des groupes que j'ai eu des grosses discussions après, ils ont fini en secondaire 5, puis ils m'ont ajouté dans leur conversation de groupe de classe, puis ils ont discuté de politique. Puis je leur disais, hey, vous vous êtes abonnés à vos pages, est-ce que vous suivez la politique? Puis ils disent, ouais, je suis la politique maintenant, puis genre, il y a plein de sujets qui m'intéressent en éducation. Puis justement, en éducation, c'est un des devoirs qu'on a au Québec, historiquement, vu qu'il y avait un gros taux d'analphabétisation, puis qu'on a été du cheap labor pendant longtemps, ben les Québécois, sont les derniers, en fait, dans l'ensemble du Canada, au niveau des compétences civiques. Les compétences civiques, c'est être capable de lire un journal, de faire une analyse d'un article, puis de se faire une idée après ça là-dessus.
de C'est pas diversifier 50% ces sources d'information. qui sont pas capables de faire ça, qui sont juste capables de lire en surface sans comprendre. Je pense que c'était ça, 50%. Ben, C'est vraiment je saurais pas choquant te dire comme les chiffres, statistique. Là. mais au Canada, on est les pires. Puis ça, c'est pas quelque chose qui me rend fier. C'est quelque chose que je voudrais changer. Ça, c'est sûr que c'est au provincial que ça touche. Puis à un moment donné, il va falloir que je mette la main à la porte au provincial parce que, à mon sens, ça n'a pas de maudit bon sens que le système d'éducation n'ait pas un cours où justement, dans le cours de monde contemporain, là, qui est au secondaire encore on un peu. On a juste là, en secondaire 5, dire, on devrait tellement l'avoir avant. C'est ça, on l'a juste en secondaire 5. Il y a des jeunes en secondaire 3 qui fallait qui étaient comme « Hey, ce serait le fun qu'on ait ces cours-là. » Je disais ben, ça serait essentiel parce que en secondaire 5, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent par choix, puis c'est bien correct, qui arrêtent l'école parce qu'ils vont sur le marché du travail, qui vont dans la construction, dans des métiers plus manuels. Puis c'est pas parce que ces gens-là sont des métiers manuels qui sont en moins des gens qui vont contribuer à la société. C'est des citoyens comme tous les autres. Ça, à mon sens, c'est important qu'ils soient aussi bien outillés que les autres pour prendre des décisions éclairées. Fait que moi, dans mon avis, il faudrait donner les outils directement au secondaire pour que la population soit capable, après ça, de consommer le contenu de qualité qu'on voudrait produire en taxant les géants du web. Puis, je trouve que c'est important. Oui, non, mais c'est important de le faire aussi super jeune parce que on associe beaucoup l'éducation à l'OCégep, à l'université, mais ça va tellement plus loin que ça. Juste lire les nouvelles, c'est tellement plus précieux dans une vie qu'un bac, honnêtement. Là. Genre, t'apprends tellement plus, ton champ de vision pour comment t'analyses est tellement plus diversifié. Puis, je trouve que t'as pas besoin... Oui, l'université, ça a quand même un prestige. On les trouve à l'université pour une raison, là. Mais juste se renseigner et montrer cette habitude-là aux jeunes. Moi, là, je suis convaincue. Non, j'ai pris la décision que mes jeunes, à tous les débuts de cours, je vais leur lire un article, genre, avec eux autres, juste pour qu'ils prennent l'habitude d'eux-mêmes aller checker puis être au courant de ce qui se passe. Ouais. Mais aussi, c'est totalement, genre, vous parlez d'intégrer vraiment comme un programme dédié à ça. Mais le pire, c'est qu'on a un cours qui est supposé faire ça. Bon, le fait pas. C'est mon opinion, mais le cours de CR pourrait très bien remplir cette fonction-là. C'est des compétences, évidemment, provinciales, mais c'est un cours qu'on pourrait réutiliser pour faire ça. Puis aussi, les cours de français, ça dépend des profs que vous avez eus. Parce que moi, j'ai eu des profs super allumés qui, justement, dès le secondaire 2, ils commençaient à nous demander notre opinion sur les choses puis à faire des textes là-dessus. Fait que, aussi, il y a comme aussi un enseignement qui est un peu inégal, dépendamment des écoles, dépendamment des profs que tu as, le milieu dans lequel tu évolues. Il y a aussi un programme particulier, il y a ça aussi. Oui, je viens d'un programme de hippie, là, pour vrai, mais oui. Deux, là. Puis aussi, pour revenir à ce que tu disais, je n'ai pas réussi à plugger ça entre vos échanges parce que c'est intéressant, mais aussi, le contenu de fond, il se fait en donnant des bonnes conditions de travail aux grandes chaînes comme Radio-Canada, La Presse, Le Devoir. Tous ces grands journaux-là, c'est des gens qui sont en train de graduellement perdre leurs conditions de travail, leur qualité de vie, parce qu'il y a des personnes, bon, ça se fait encore une fois via les réseaux sociaux, puis qui s'acharnent sur eux, qu'on leur demande de faire plus d'heures, d'adapter leur contenu plus court, comme mettons la presse. L'application de la presse que tu peux avoir sur ton cellulaire n'est pas du tout la même que celle que tu peux avoir sur le iPad. Ce n'est pas des articles de fond, c'est juste des articles de consommation rapide que tu pourrais avoir littéralement en screenshot sur Instagram. Fait que, tu sais, il faut aussi reconnaître qu'il faut donner des bonnes conditions à ces gens-là pour qu'on ait un bon contenu aussi. Mm-hmm. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de méconnu. Puis on a tout le temps tendance à dire comme « Ouais, mais là, comme il y a un jugement par rapport aux médias traditionnels, mais ils nous aident à nous informer. Puis il faut reconnaître beaucoup le travail de ces gens-là. Par exemple, Le Devoir, avant, il était, bon, ça c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Il était imprimé papier en tant que... Excusez. Il était imprimé papier. Puis maintenant, il y a l'édition du samedi, puis l'édition du week-end seulement qui est imprimée. Mais pourtant, c'est vraiment des bons articles. Puis même si c'est web, c'est pas la même qualité, c'est pas la même chose. Fait qu'on perd quelque chose, mais pour gagner justement de l'information, informer la population, socialiser l'idée de lire des articles de fond, de s'informer, d'aller vérifier ses sources, d'aller vérifier l'information que tu reçois par du bouche à oreille, il faut aussi considérer les personnes qui travaillent pour cette information-là. Les journalistes sont extrêmement importants dans notre société parce qu'ils relaient l'information. Ça a une influence, la façon dont ils le relaient. Par exemple, Facebook qui décide de bannir tous les journaux, ça a un impact. Genre, en Australie, je parle. Mm-hmm.
ça a un impact, vaut mieux. Puis ça donne l'impression qu'il faut vraiment se pencher sur le cas des réseaux sociaux pour les réglementer, puis pour leur donner une chance aux médias traditionnels de faire une transition web, puis d'être rémunérés, parce qu'on en a besoin. Puis c'est pas vrai que les jeunes vont arrêter de s'informer via les réseaux sociaux. Fait que tant qu'à y être, il faut juste se pencher sur ce cas-là, puis faire quelque chose. Ça prend la volonté politique pour ça aussi. Puis c'est triste à dire, mais moi, j'ai pas tant de confiance au Canada pour faire ça. C'est le Parti libéral du Canada, c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas taxé les géants du web. Ils reçoivent des gros montants des géants du web en dons dans la partie. Puis, je veux pas, quand tu reçois 180 000 par année de grandes corporations, ben il y a un levier aussi d'influence que ces montants-là ont. Puis, à mon avis, c'est sûr que moi, en tant que souverainiste, je reste très cynique de tout l'appareil fédéral, mais je pense qu'au niveau éthique aussi, au Québec, on a cette conscience-là qui est plus éveillée aussi. De se dire justement que c'est pas l'argent, c'est pas les petits amis du parti qui vont influencer nécessairement les politiques publiques. Les gros scandales de corruption comme We Charity, là, il y en a eu en construction, là, mais la construction, ça touche pas une chose aussi importante que l'éducation. Puis là, on a parlé beaucoup d'éducation, puis la barouette, vous m'avez fait sortir de mes champs de compétences parce que vous êtes allé chercher le petit côté prof en moi, là. Mais ça va devenir super important à long terme. Non, mais l'éducation, c'est parce que c'est à la base de tout, là. Oui, c'est vraiment tout ce qu'on discute. C'est avec ça que tu peux tout refonder ta société. C'est même plus juste un. Oui, il y a le côté champ de compétences, là, mais on ne peut pas parler de tout ce qu'on parle sans mentionner de l'éducation. Ça se peut pas. Tout est lié à ça, c'est merveilleux. C'est surtout important. Ouais. Absolument. Donc, on va juste passer aux questions spécifiques qui sont légèrement plus. Ils sont pas méchantes. On va les dire d'abord. Ils sont pas méchantes, un petit peu plus. OK. Sriracha, genre? Sriracha, oui. Sriracha, ouais. Moi, je dis Sriracha parce que c'est bon. Parfait, on y va. OK. Donc, notre première question dans cette catégorie-là, c'est vous représentez beaucoup le Québec en tant que tel. Ouais. Puis, tu as parlé du fait que vous étiez quand même satisfait d'être dans l'opposition pour donner une voix au Québec en tant que tel à la Chambre des communes. Puis, mais éventuellement, si vous voulez avoir plus de poids, puis aller chercher, mettons, un électorat qui est francophone. Présenter des candidats dans d'autres provinces, c'est ça que ça va. Oui, c'est ça. Qui sont francophones, qui font partie des communautés francophones à l'extérieur du Québec, mais qui ont aussi un bon côté anglophone. Comment est-ce que vous allez amener ça à cet électorat-là? Fait qu'en gros, la question, c'est comment est-ce que vous allez, mettons, si vous voulez, parce que vous voulez avoir plus de poids clairement dans la Chambre des communes à un moment donné pour avoir un poids plus important dans l'opposition. Mais pour ça, il faut présenter des candidats hors Québec. Ailleurs. Puis, ça devrait marcher parce qu'il y a des communautés francophones qui sont hors Québec. Mais comment est-ce que vous allez présenter ça? Parce qu'il n'y a pas juste cet électorat-là, mettons, dans un comté précis. Comment est-ce que vous allez vous vendre à l'électorat plus anglophone que francophone dans ces circonscriptions-là? Toute cette question-là de présenter des candidats à l'extérieur du Québec, c'est très marginal. Il y en a quelques militants, je te dirais, qui discutent de ça. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais du moment que tu présentes des candidats dans d'autres provinces, comment... Parce que la pointe qu'on fait souvent au fédéral, c'est de dire vous ne pouvez pas concilier les intérêts de toutes les provinces ensemble parce que ces intérêts-là viennent souvent en contradiction ou en opposition. Comment que tu peux défendre les intérêts des Québécois uniquement quand il faut peut-être défendre les intérêts d'autres personnes à l'extérieur du Québec qui ont d'autres priorités au niveau de leur province? Oui, mais si on va dans ce sens-là, mettons, si on revient à l'échelle provinciale, c'est ce que les partis font. Les circonscriptions n'ont pas les mêmes buts, les mêmes intérêts, les mêmes problèmes en tant que tels, puis on réussit à concilier. Je sais que c'est à une plus petite échelle, mais on réussit à concilier. Puis,
faut quand même reconnaître que les communautés francophones à l'extérieur du Québec existent. Mhm. C'est parce qu'on est une province majoritairement francophone qu'il ne faudrait pas défendre leurs intérêts. À qui va les défendre, eux? Écoute, nous, au niveau linguistique, c'est sûr qu'on va toujours se battre pour ces gens-là, leur dire qu'ils méritent les mêmes institutions que les anglophones au Québec ont. Parce que ça, c'est quand même deux réalités spéciales. Au Bloc, souvent, on va dire, mais écoutez, nos anglophones ont des universités, des cégeps, des universités, des hôpitaux en anglais. Comment ça se fait que les francophones hors Québec ont de la difficulté, ne serait-ce qu'à avoir une maudite université francophone en Ontario, là? Ça, c'est quelque chose qu'on soulève, mais on est le Bloc québécois. Fait que c'est pas. Moi, je pense parler pour la majorité du parti puis de la vision que le parti a. On n'a pas, comment dire, on n'a pas l'ambition d'aller se présenter ailleurs parce qu'au fond, on veut représenter juste notre petit coin. On est un parti régionaliste. Du moment qu'on va devenir qu'on va essayer de représenter des gens hors Québec, on va devenir ce qu'on a juré de détruire, les partis fédéraux. On va devenir un parti fédéral. Okay. C'est que ça deviendrait une contradiction au sein même de notre émission. C'est ça que je peux te répondre. J'imagine que tu as peur aussi que vous vous éloignez de vos idées principales en Oui, s'éparpillant partout. si on va ailleurs, un moment donné, on va être obligé de sacrifier quelques points que les Québécois veulent pour, admettons, aller tendre la main aux franco-manitobains, mettons. Tu sais, aller mener une lutte là-bas, ça demande des ressources énormes. Puis au Bloc, justement, comme on parlait tantôt là, du financement public des partis politiques, on n'a plus le financement public des partis politiques. On touche du financement, nous, uniquement au Québec, des dons qui sont faits par les membres, par des sympathisants, ainsi de suite. Fait qu'on n'a pas nécessairement l'armée, d'une certaine façon, les ressources humaines pour aller mener un combat ailleurs. Si on divise justement trop nos forces, on va devenir moins efficace, puis on va moins pouvoir représenter le Québec qu'on le fait présentement. Puis je pense que ça, ce serait de creuser la tombe du Bloc québécois d'une certaine façon. Parce que oui, on nous a souvent dit qu'on était dans une tombe, puis qu'on est capable d'en sortir comme des morts vivants, mais je pense que c'est pas à nous de creuser la population va faire ses propres choix. À un moment donné, si la population voit que le Bloc est plus pertinent, ainsi de suite, même si je crois personnellement qu'il va toujours l'être tant et aussi longtemps qu'on ne se sera pas doté de nos institutions, de nos pouvoirs au Québec, ben, c'est ça. C'est la population qui va faire son choix, mais c'est pas au Bloc de se lancer au reste du Canada pour défendre les intérêts du reste du Canada. Parce qu'on reste un parti régionaliste qui se bat de cœur pour son monde au Québec. En allant dans cette même mouvance-là, tu as parlé du fait de s'éloigner de ses idées. Mais justement, déjà ici, c'est très vrai, je suis très d'accord avec toi que c'est une bonne idée de centraliser ça, mais j'étais quand même curieuse de savoir si vous aviez cet objectif-là. Mais pour passer à la prochaine question, c'est sûr que lutter contre les libéraux, le NPD qui reçoivent ce financement de d'autres provinces, ça fait en sorte que, est-ce que tu penses que vous devez faire des concessions au niveau de vos idées pour attirer votre électorat et remporter des sièges? Des concessions du genre. Des concessions au niveau des revendications, de vos objectifs, des lignes directrices de votre parti. Est-ce que vous pensez que vous faites des concessions par rapport à ça pour ramasser plus de sièges? OK, tu veux dire au niveau, mettons, de nos idées de fond, est-ce qu'on va sacrifier certaines de nos idées de fond? Est-ce que vous le faites dans certaines circonscriptions, à ton avis? Mettons, là, on en a parlé souvent, là, la sortie du troisième lien. Là. Oui. C'est quelque chose qui est revenu dans la campagne souvent. À mon avis, c'était une façon de François Blanchet d'aller tendre la main en fait à l'électorat qui était plus conservateur dans le Québec. Il disait que c'était son opinion personnelle, puis je te dirais qu'au sein du caucus, toutes les personnes qui le forment
ont tout leur avis là-dessus. Mais tout ce qui touche justement ces enjeux-là du provincial, c'est pas à nous de prendre position là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup trop souvent, il y a des partis fédéraux qui vont dire ça devrait se faire comme ci, ça va se faire comme ça au Québec. Puis nous, on veut laisser l'Assemblée nationale prendre ses décisions. Puis c'est sûr que quand il y a tous les enjeux fédéraux sur lesquels on va plancher à Ottawa, ben moi, je pense pas qu'on fait des concessions. Je pense qu'on reste authentique avec nos idées, puis les Québécois suivent ou non en fonction de leur approbation de la position qu'on prend. Moi, c'est ce que je pense sincèrement. Moi, c'est pour ça que je me suis lancé au Bloc, parce que je me suis dit, vu c'est sûr que dans toutes les propositions qu'on fait, on ne peut pas toutes les faire adopter. On est un parti à l'opposition, puis la meilleure gag des bloquistes, c'est de dire qu'on va avoir un bloc majoritaire à Ottawa. C'est un gag. Là. C'est le running gag qu'on se fait tout le temps à chaque élection, puis on se dit, ouais, on va gagner une majorité de sièges, mais on n'a pas l'ambition de faire ça. Fait que de ne pas avoir l'ambition de toujours faire le même gouvernement, puis d'avoir cette mentalité électoraliste-là, ça nous permet de rester honnête avec nous-mêmes. C'est ça que moi, je vois beaucoup comme dynamique au sein, majoritairement, parce que c'est eux que j'ai côtoyé, de l'équipe des jeunes candidats du Bloc ces temps-ci. Ouais. Donc, sur ces belles paroles, ça nous a vraiment aidé à mieux comprendre les idées du Bloc en tant que tel, parce qu'on dit souvent que le Bloc va œuvrer, comme tu as dit, pour le Québec, mais au-delà de ça, c'est le fun d'avoir une raison supplémentaire de voter pour votre parti. C'est vraiment de comprendre vos idées, puis je pense que tu nous as vraiment aidé à faire ça aujourd'hui, puis on t'en remercie beaucoup. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai eu une belle soirée. Super. Ben, écoute, petit mot de la fin. Comme j'ai dit au début, cette campagne électorale-là, elle va être super importante. Parce que c'est toute la relance qu'on planifie pour les générations futures, pour nos enfants, si on va en avoir un jour. Moi, je compte en avoir, fait c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis c'est pas en continuant, pas de retour à la normale. Là. Je me souviens plus qui avait sorti ce slogan-là, mais je le trouvais quand même assez excellent. Je veux pas avoir un retour à la normale. Je veux qu'on fasse un retour post-pandémie à une orientation de société qui va plus nous ressembler. Puis c'est pour ça que le 20 septembre prochain, ça va être super important d'aller voter. Puis, à mon avis, je suis peut-être un peu biaisé aussi, les jeunes du Bloc, par la diversité au niveau de cette équipe-là, par la parité de l'équipe aussi, on représente bien ce renouveau-là, puis l'orientation qu'on veut donner à la relance économique. Parce que nous, on a décidé que la politique, qu'on allait s'occuper de la politique pour pas que la politique s'occupe de nous. Fait que je pense que le 20 octobre prochain, ça serait un bon choix de nous faire confiance et nous envoyer à Ottawa. Pas mal ça même. D'applaudissements pour toi, c'était super cute. Avant, juste dire, pour les gens qui nous écoutent à la maison, on s'est parti une page Instagram qui s'appelle La Rue Principale Podcast, tout collé ensemble. Vous allez voir, on va mettre des extraits vidéo, on va vous dire quand les épisodes sortent et tout, fait que vous pouvez aller suivre ça. Merci! Merci!